très heureuse de vous retrouver sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité Midi Mag. Au sommaire de l'actualité de ce lundi 2 décembre, Thiaroye 44, 80 ans après, le Sénégal se souvient de ces tirailleurs qui ont été massacrés par la France parce qu'ils réclamaient tout simplement leur dû. Également dans ce magazine d'actualité, vous aurez la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème de cette année, suivant le chemin des droits, notre santé, nos droits. Ensuite, nous aurons à parler du Conseil national des aînés du Sénégal qui a célébré la 37e édition de la Journée nationale des personnes âgées. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé. Tout au long aussi de l'émission, nous aurons deux invités et nous allons parler du Festival international du film de Bruxelles. Nous aurons aussi à parler avec Monsieur Salvador. Bonjour Monsieur Salvador. Bonjour, enchanté. Merci pour votre invitation. Merci d'être venu. Merci. Alors nous aurons aussi comme invité Monsieur Papa Sall. Bonjour Monsieur Sall. Bonjour Madame Sam, et merci pour l'invitation. Merci d'être venu et nous allons aussi revenir dans le développement pour parler du Festival international du film de Bruxelles. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, les valeurs hommes de Thiaroye 44 ont été célébrées hier par le président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Enfin, la France a reconnu le massacre massif des tirailleurs sénégalais, une étape décisive qui marque une avancée dans le processus de réhabilitation et de l'honneur des hommes de Thiaroye 44. Aboubakry Kane revient sur cette cérémonie. Le flou reste encore total. Le 1er décembre 1944, alors qu'ils réclamaient juste leur pécule de démobilisation, des tirailleurs sénégalais ont été froidement abattus par leurs frères d'armes des troupes coloniales françaises. Ce 1er décembre, au cimetière national de Thiaroye, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accueille ses 5 homologues venus prendre part aux activités commémoratives du massacre de Thiaroye. Une cérémonie d'hommage aux tirailleurs, marquée en son premier acte par le dépôt de gerbes de fleurs. Pour le second acte, les chefs d'État et autres représentants de leur gouvernement ont visité l'exposition portant sur les hauts faits d'armes des tirailleurs sénégalais, relevés notamment face à la tactique allemande de la guerre éclair qui a pris de court l'armée française. Quand les Allemands ont fini d'occuper la Pologne, la Belgique, le Luxembourg, c'est en ce moment-là qu'ils se sont tournés vers l'armée française et les combats ont été de courte durée puisque en quelques semaines, l'armée française est défaite. Mais les tirailleurs sénégalais, valeurs et vertus africaines en bandoulière, se sont comportés en de véritables guerriers. C'est un soldat allemand. Des faits d'armes inoubliables et héroïques, dont celui d'un jeune moussi de 20 ans du nom de Boké Diarra, le 16 mai 1940, face aux avions d'assaut allemands. Boké Diarra était dans une position où une escadrille allemande, donc des avions allemands, allaient les attaquer et avaient fait exprès pour voler à basse altitude pour mieux larguer leurs bombes sur les cibles. Mais Boké Diarra a gardé son sang-froid et a pu, avec son fusil mitrailleur, endommager un des avions, un dormier, et l'autre a été abattu. Il a eu le temps de recharger son fusil donc pour abattre le deuxième avion. Et là, ce sang-froid, ce courage, cette bravoure est un fait d'armes qui a été sanctionné par une citation à l'ordre de l'armée. Propulsés sur les théâtres d'opération où, en plus de l'ennemi, il fallait faire face au froid, les indigènes, très courageux et d'une valeur militaire et morale peu commune, ont fait preuve de courage et de bravoure. Il fallait faire face à l'éloignement familial. N'oublions pas que ce sont des jeunes
Et ils ont résisté, ils ont donc vécu tout cela avec courage, avec bravoure, mais surtout avec dignité. Alors, et nous pensons que le 80e anniversaire donc, du massacre de Thiaroye, ces jeunes qui arrivent à Thiaroye, auréolés de tout ce passé glorieux, qui n'ont d'autre salaire que le massacre que tout le monde connaît. Et là, on espère que cette année, on va accéder à cette vérité-là pour que ces victimes puissent reposer en paix dans leur tombe. Après cet épisode tragique de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Afrique tout entière qui exige la manifestation de la vérité et demande à ce que justice soit rendue à ces martyrs. L'autre défi reste aujourd'hui l'intégration des leçons de cette tragédie dans notre mémoire collective. Merci Aboubakry Kane pour ce reportage. En tout cas, il y a eu beaucoup de controverses sur le nombre de morts à Thiaroye 44. On nous parle de 35, voire 75. Mais il y a eu aussi des témoins qui ont parlé des centaines de morts. Et pour aussi ne pas dissimuler exactement l'histoire, le gouvernement du Sénégal a décidé de mettre en place un comité international de chercheurs indépendants pour aider à la reconstitution exacte de cette histoire de Thiaroye 44. Célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette édition se tient sur le thème suivant le chemin des droits, notre santé, nos droits, en moins de rappeler l'importance du respect des droits humains dans la lutte contre le VIH. Diary Bassirou Saou Sissé nous en dit plus. Une journée de mobilisation et de plaidoyer pour sensibiliser et conscientiser sur l'existence du VIH. Cette année, l'accent est mis sur le respect des droits humains dans la prise en charge des patients. Il faut que les services soient disponibles et équitables pour tous les patients, quel que soit l'âge, quelles que soient ses conditions, quelles que soient ses orientations. Nous avons le droit de lui donner ce droit qui est fondamental, qui est le droit à la santé. Donc, sur le chemin des droits, c'est aussi un appel pour montrer qu'on ne peut pas mettre fin à l'épidémie du sida si les droits de chacun ne sont pas respectés. De nouvelles contaminations ont été constatées chez les jeunes. On a constaté qu'il y avait moins de protection, l'utilisation des préservatifs, et ceci est corrélé. C'est-à-dire globalement, il y a une diminution des nouvelles infections. Mais quand on désagrège selon l'âge, les 15-24 ans commencent à s'infecter et la courbe se relève. La nouvelle génération est appelée à dérouler sa propre stratégie de communication pour mettre fin à la transmission du sida. C'est vraiment important de pouvoir initier l'ensemble des jeunes du territoire pour pouvoir prendre en place ou bien mettre en place du moins les stratégies et les politiques publiques qu'il faut pour au moins d'ici 2030 qu'il n'y ait plus d'infection du sida ici au Sénégal. Et aussi vraiment c'est le cadre idéal pour pouvoir permettre à l'ensemble des générations de prendre conscience de la gravité des choses, mais aussi de pouvoir mieux impliquer les jeunes dans la lutte. Parce qu'aujourd'hui on est dans une génération où la majeure partie de la population sénégalaise elle est composée de jeunes. Donc nous sommes à plus de 60% de la population. Et vraiment c'est à nous de prendre la relève, c'est à nous d'être là, de nous impliquer pour aujourd'hui qu'on puisse parler de Sénégal sans transmission du VIH, de Sénégal avec des jeunes qui sont en bon état de santé, d'un Sénégal émergent, d'un Sénégal qui puisse vraiment être un espace convivial pour l'ensemble des enfants, mais aussi pour l'ensemble des jeunes. À l'occasion de cette activité, décideurs et acteurs de la riposte contre le VIH sont appelés à renforcer leurs efforts fournis pour l'éradication du sida au Sénégal d'ici à 2030. Diary Bassirou Saou Sissé, au moment où les jeunes sont mobilisés pour lutter contre le VIH-Sida et stopper aussi la transmission du VIH-Sida, les personnes âgées ont célébré la 37e édition de la Journée nationale. Et le thème de cette année, c'est vieillir avec dignité, l'importance de renforcer les systèmes de soins et de soutien des personnes âgées dans le monde. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy. C'est un reportage signé Djambonga. Cette 37e édition de la Journée nationale des personnes âgées entre dans le cadre du développement du capital humain et de l'équité sociale
Il symbolise également la volonté de renforcer la cohésion nationale et d'implanter une justice sociale et une dynamique inclusive basée sur une solidarité transgénérationnelle. Cette journée marque un tournant décisif dans l'histoire sociale, économique et culturelle de notre pays. L'implication des sectoriels, des juristes, des chercheurs et experts émérites a permis, durant ces journées, de produire un document final passé sous peigne fin qui prend en compte naturellement les conclusions issues des concertations régionales, fruit d'intenses réflexions. Monsieur le ministre, à votre autorité, pour un portage, une diligence vers le Conseil des ministres et puis vers l'Assemblée nationale. Dans le cadre de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, le gouvernement du Sénégal a réitéré son engagement envers les personnes âgées. Que je me retrouve devant vous, les aînés, pour vous rendre un vibrant hommage au nom du chef de l'État, du Premier ministre, du gouvernement et l'ensemble de la population sénégalaise. Dans ce sillage, le gouvernement s'est engagé dans un processus d'élaboration d'une loi d'orientation pour la promotion et la protection des droits des personnes. Elle vient réaffirmer également que la protection et la préservation de la dignité des personnes âgées constituent une obligation nationale qui incombe à la famille, à l'État, aux collectivités territoriales et aux mouvements associatifs à caractère social et humanitaire, ainsi qu'à toute personne. Cette journée a été l'occasion de décorer des figures emblématiques qui ont rendu service au pays. Cette journée vient de célébrer des personnes de référence. Madame Dior Ndiaye, on ne la présente plus, ancien ministre. Madame Dior Faye, son procureur, le commissaire Abi Diallo, la présidente des Badjanougouer, et moi-même, et le docteur Koumé, et moi-même, par rapport à nos parcours, à notre vécu, ce que nous avons apporté dans la promotion des femmes, des enfants et des familles, mais aussi le travail que nous avons accompli dans le cadre de la société civile, dans le cadre des postes de responsabilité que nous avons eu à occuper. Donc, arriver à la retraite et qu'on nous célèbre aujourd'hui, c'est vraiment une grande fierté pour nous et c'est une reconnaissance de taille. Lors de cette journée nationale des personnes âgées, le Conseil national des aînés du Sénégal a officiellement installé le Comité national des femmes, occasion pour la présidente de revenir sur leur projet. Aujourd'hui, nous avons célébré la journée nationale des personnes âgées qui a été associée à l'installation officielle du Comité national des femmes de ce Conseil du Sénégal. Le Conseil national, comme j'ai eu à le dire, était composé de 67 associations. L'État a jugé à un moment donné de les fédérer en un Conseil national. Ce qui est important, c'est l'engagement de ces femmes à continuer dans leurs différentes expériences de jouer une partition au Sénégal. Nous axons notre démarche dans la transmission intergénérationnelle. On se dit qu'imbu de certaines expériences et de valeurs, nous devons obligatoirement les transmettre à cette nouvelle génération. Vieillir avec dignité, l'importance de renforcer les systèmes de soins et de soutien des personnes âgées dans le monde, tel est l'objectif de cette journée qui a mobilisé des centaines de personnes âgées. Elles n'ont pas manqué de revenir sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Merci Diambo Ngom pour ce reportage. Il faut rappeler aussi que cette initiative est du Conseil national des aînés du Sénégal. La Banque africaine de développement compte accompagner le gouvernement du Sénégal dans sa vision de Sénégal 2050. Cette annonce a été faite lors de la célébration des 60 ans de cette institution financière qui a longtemps accompagné le pays dans plusieurs domaines. Safora Sam. 60 ans, ça se fête. Ils sont membres de la BAD, autorité étatique, membres du corps diplomatique, du secteur privé, haut commissaire de l'OMVS et de l'OMVG, membres de la société civile et partenaires techniques et financiers. Ensemble, ils se retrouvent pour célébrer les 60 ans d'existence du groupe. Pour rappel, la BAD est partenaire du Sénégal depuis 1972. Elle s'investit dans plusieurs secteurs d'activité. L'objectif principal est de lutter contre la pauvreté et de favoriser un développement durable.
Pour une meilleure intégration régionale, la BAD a créé pas mal d'infrastructures routières. Elle intervient également dans l'énergie, dans l'agriculture et dans plusieurs projets structurants qui contribuent au développement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. C'est une fierté aujourd'hui pour la Banque africaine de développement et tous les pays membres de la banque. Vous avez vu comment cette cérémonie-là s'est déroulée avec beaucoup de personnalités. Au niveau du Sénégal, ici, nous avons financé beaucoup de projets. Au niveau des infrastructures, vous avez beaucoup de projets de transport, notamment l'autoroute Dakar-Saint-Louis. Vous avez le projet de désenclavement des zones de production agricole et minière du Nord. Vous avez Sénoba-Ziguinchor. Vous avez aussi les projets régionaux, comme par exemple, je parlais tout à l'heure du pont Sénégambie. Vous avez aussi le pont Rosso, Sénégal-Mauritanie. Des autorités étatiques ont tenu à être présentes à cette cérémonie, histoire de magnifier cette vieille collaboration entre le Sénégal et la BAD. Une coopération toute bénéfique pour le pays. Pour preuve, le portefeuille actuel compte 38 projets structurants d'une valeur de 1470 milliards de francs CFA. En 60 années d'existence, ils ont financé beaucoup de projets, comme on vient de le présenter. C'est l'une des meilleures banques du monde et a un avenir radieux devant elle. La vision 2050, la BAD sera là, l'accompagnera. La vision 2050, au-delà d'un État fort, veut également un secteur privé fort. La célébration des 60 ans de la Banque africaine de développement a été un bel exemple d'intégration africaine. Des films qui retracent de belles réalisations, des témoignages sur la boîte ont tenu en haleine l'assistance. Pour terminer en beauté, un gâteau d'anniversaire, symbole de partage et de symbiose, a été coupé par les invités de marque. Merci Safora Sao et nous allons à présent parler du Festival international du film de Bruxelles qui sera de retour à Dakar. Pour cette 9e édition, le Festival international de Bruxelles a pour objectif de proposer un large public à la découverte de nouveaux auteurs et cinéastes de nouvelles contrées et de nouvelles perspectives. Alors pour en parler, nous sommes sur le plateau avec M. Salvatore. On ne vous le présentera plus. M. Salvatore, j'espère que vous allez bien. Très bien et encore une fois, au nom du festival, on vous remercie de nous accueillir comme toujours avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'élégance. Monsieur Papasalo aussi, je pense que vous êtes d'attaque pour le festival. Merci beaucoup, Madame Sam. Et comme mon collègue le dit, on vous remercie de nous avoir invités pour nous permettre de parler du festival dans votre merveilleuse émission Midi Mag. Et donc, je profite de l'occasion pour remercier aussi la direction de la RTS2 et tous vos collègues techniciens qui vous accompagnent dans cette émission. On vous remercie. Alors, M. Salvatore, un festival du film international de Bruxelles qui a été créé depuis 2015 à Bruxelles. En quoi consiste ce festival et quelle est l'attente de cette 9e édition? C'est un festival généraliste et la thématique aussi, c'est de montrer des films africains. Sa priorité, c'est des films africains. Surtout, ce sont beaucoup de films qui ne sont jamais présentés dans le pays, que ce soit en Belgique ou en Afrique. Ce sont des avant-premières. Et c'est des films aujourd'hui de grande qualité que malheureusement, dans les circuits traditionnels, ils ne sont pas mis en valeur. Et nous, modestement, on découvre des perles qui viennent du monde entier. À travers chaque festival qu'on découvre, on découvre des films tanzaniens, nigériens qui n'ont pas assez de visibilité. Et nous, simplement, on essaie de leur donner une visibilité, que ce soit au public dakarois, que ce soit au public belge. Parce que le festival est un festival itinérant. C'est-à-dire une année, c'est Bruxelles et une année, on revient ici dans votre magnifique pays qui est Dakar. D'accord. Alors, M. Papassal, pour cette édition, combien de films seront présentés et quels sont les pays aussi qui seront invités? Donc, pour cette édition, je précise que c'est la 3e édition dakaroise quand même. Et donc, nous avons une programmation éclectique avec 25 films, dont 5 longs métrages fiction, 5 courts métrages fiction, 5 documentaires et 10 films cinégènes. Donc 25 au total. 25 au total. Et comment s'est passée la sélection par rapport aussi aux membres du jury? Donc la sélection des films se fait au départ, au mois de mars jusqu'au mois d'août. Elle a été rigoureuse? Très rigoureuse parce qu'on fait appel à films. Et donc on reçoit des films du monde entier, des propositions. Et on a un comité de sélection qui, en toute indépendance, nous permet de découvrir des perles et nous disent voilà quels sont les meilleurs films reçus pour la sélection.
Alors pour M. Salvatore, on a constaté qu'à Bruxelles, avant même le Festival international du film de Bruxelles, il n'y avait pas de festival panafricain. Donc qu'est-ce que cela représente dans votre pays? Mais ça représente quelque chose d'extraordinaire parce que, comme vous savez, l'Europe a une histoire très proche avec l'Afrique. Et au départ, il y avait un festival africain. Mais c'était simplement pas assez généraliste. Nous, on l'a modestement, toujours, on l'a développé en faisant aussi ce parallèle avec l'itinérante. Comme j'expliquais lors de notre réunion, c'est le seul festival au monde où il peut être demain après Dakar, il peut être demain à Casa, il peut être demain à Abidjan, parce que plusieurs pays nous ont demandé de faire cette thématique dans leur pays. Parce que nous, on met en évidence aussi les pays qui nous accueillent. Et comme disait Papa Sall, et ça vous en expliquera, sur les 3 jurys, il y a quand même 8 membres du jury sénégalais de grand renom. Et certains se déplacent très rarement. Et c'est honneur aussi pour nous de faire cette parenthèse avec nos jurys internationaux et nos jurys sénégalais, et surtout le public. Parce que nous, notre leitmotiv, c'est de montrer aux jeunes qui sont ici, de dire voilà, il y a toujours une chance de faire un film, il y a toujours possibilité de faire des films. Et nous, on met en contact, à travers nos réseaux internationaux, on met en contact on aide des gens pour dire voilà, vous avez un film, on connaît un festival, on va essayer de contacter ce festival, voilà, parce qu'on a découvert un jeune cinéaste sénégalais. Et puis c'est comme ça, petit à petit, on crée des ponts, en fait. Comme dans la sélection des films sénégalais, nous sommes très honorés. Justement, il parlait d'appel à film. On a eu des milliers de films, et donc il y avait des Sénégalais, et on a choisi quelques Sénégalais. Et ils sont très honorés parce qu'ils disent oui, merci de nous faire confiance. Mais c'est pas nous, c'est le comité. Nous, on est indépendants. Le comité dit voilà, il y a un film qui est bon, et on le présente. Et c'est des gens du cinéma, attention. Les comités, c'est des gens qui connaissent le cinéma. C'est pas des comiques, c'est vraiment des gens qui connaissent le cinéma. Et c'est pour ça que ça donne une plus-value. Et justement, en parlant de comités, qui sont les membres du jury du côté du Sénégal? Donc, du côté du Sénégal, nous avons déjà tous les 3 présidents. Nous avons 3 jurys. Donc, le jury international, le jury documentaire et le jury ciné-jeune. Donc, le jury international, le président, c'est M. Moussa Sen Absa, très connu dans le monde du cinéma. Le président du jury documentaire, c'est M. Mamadou Ndiaye Parker. Et le président du jury ciné-jeune, c'est M. Demba Dièye. Et donc, dans le jury international aussi, il y a encore M. Delgado, qui est dans le jury international. Dans le jury documentaire, vous avez Mlle Jessica Lorraine. Et dans le jury ciné-jeune, vous avez M. Abdou Khadir Ndiaye. Et justement, en parlant de ce jury et de l'organisation aussi de ce festival, quelle est la place de la jeunesse pour cette édition? Donc nous, comme on le dit toujours, c'est un festival qui donne la chance aux jeunes pour s'exprimer. Parce que nous savons les difficultés qu'ils ont pour trouver des financements, mais aussi souvent leur premier film, c'est très difficile. Et aussi pour être dans ce domaine, on sait que ce n'est pas facile. Donc nous avons décidé depuis le début de donner une place très importante aux jeunes. Ça veut dire que nous avons une compétition ciné-jeune avec 10 films de jeunes. Souvent, c'est leur premier film. Et on leur donne cette chance-là de s'exprimer et essayer de pouvoir les mettre aussi plus tard en contact avec les producteurs, distributeurs et dans la recherche aussi de financement pour, en tout cas, leur donner plus de visibilité. Alors, M. Salvatore, en parlant de cette jeunesse, on a constaté aussi au cours de ce festival, il y aura un forum aussi qui sera dédié à une présentation d'un film qui est basé sur l'intelligence artificielle. De quoi il s'agit exactement? Ah, le film du ciné-jeune. Ah, oui. Ah, je veux bien étudier votre... Mais ça justement, c'est un jeune cinéaste. Le comité nous a... Après, en fait, on a eu tous les films, ça se passe comme ça. On reçoit pendant quelques mois tous les films, et puis le comité de sélection fait par étapes. Il y a 3 étapes, bon, très bon, excellent. Et le comité a proposé, dit voilà, il y a un film d'un Sénégalais qui est très intéressant sur l'intelligence artificielle, parce que, mine de rien, c'est encore nouveau dans le cinéma. À part, hormis les Américains qui commencent à faire tous les films, mais en Afrique, c'est très rare de voir un film qui parle de ça. Et donc c'est un jeune que le comité a validé, et j'invite à nos auditeurs de voir ce film parce que c'est quelque chose d'intéressant, et c'est dans le cadre du Ciné Jeune. Il sera à Pathé Dakar.
Alors, papa, quelle est la particularité de ce film du Sénégalais basé sur l'intelligence artificielle? Mais en fait, moi, cette particularité, quand j'ai vu le film et j'ai regardé, je me suis dit, mais waouh, en fait, je pensais qu'on était très en retard par rapport à l'Europe ou les États-Unis. Mais non, ces films reflètent quand même qu'on a une jeunesse formidable et qui sont aussi loin dans les nouvelles technologies. Et donc, c'est pour cela, moi, dès que le comité l'a sélectionné, j'ai dit, mais écoute, il faut donner cette chance à ce jeune et à son film pour que ça puisse faire le tour du monde. Parce que ça donne aussi une éducation cinématographique aux jeunes aussi qui veulent se lancer dans le cinéma. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, moi, je dis toujours que ça donne un apport vraiment au cinéma, mais aussi il y a un revers, parce que c'est aussi dangereux, on peut faire tout et n'importe quoi. Et donc ce jeune, avec ce film, il l'a très bien expliqué, et dans ce film, et je pense que c'est un film éducatif, et qui est important de montrer. Alors, il y a plusieurs aussi nationalités qui seront représentées au cours de ce festival international du film de Bruxelles. On a constaté qu'il y a eu l'Angola, la Tanzanie, Nigeria. Le film d'ouverture, c'est un film kényan, d'un jeune réalisateur kényan. Aujourd'hui, il y a des cinémas comme ça, des pays. Le Kenya, qui commence, il y a une nouvelle génération de cinéma kényan. La Tanzanie, justement, on parlait auparavant. Le Maroc aussi, c'est classique. Le Nigeria, c'est une référence en Afrique. Et il y a aussi l'Angola. Attention, l'Angola, depuis quelques années, on découvre un tout nouveau cinéma angolais. Mais surtout aussi, la particularité, c'est parce qu'on dit toujours l'argent, l'argent. Mais quand vous voyez ces films-là, quand vous faites un film avec le cœur, vous avez le résultat. L'argent peut aider, mais quand vous avez un bon scénario, comme disait le grand acteur français, Jean Gabin, qui disait, pour faire un film, il faut 3 choses. Un bon scénario, un bon scénario, un bon scénario. C'est ça le secret. Et aujourd'hui, dans l'écriture, c'est pour ça aussi que le festival essaie de trouver des ponts avec les écoles, parce qu'en Belgique, nous avons des très bonnes écoles de cinéma aussi. Et au Sénégal, il y a beaucoup de jeunes, mais qui n'ont pas le réseau pour ne fût-ce faire des stages avec les écoles belges. Et c'est pour ça que, quelque part, en donnant une certaine structure avec des auteurs ici, sénégalais, vous allez voir, dans quelques années, l'Afrique va découvrir des super écrivains. Et quand je parle du cinéma. Et pour terminer avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça bouleverse tout le cinéma. Même si les Américains maîtrisent, mais quelque part, on ne maîtrise plus. Maintenant, il y a des films aux États-Unis qui se font sans plus d'acteurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu la grève des acteurs. Et c'est pour ça que l'Afrique a trouvé une voie en faisant peut-être, comme on parlait du film, l'intelligence artificielle, en mettant à la fois une partie humaine et une partie intelligence. Qui pourra alterner les deux. Tout à fait, et c'est ça que dans l'écriture, encore une fois, on est très à cheval sur les principes quand on rencontre les jeunes, parce que l'avantage d'un festival, c'est qu'il n'y a pas de VIP. Hein. C'est pas, dans beaucoup de festivals, c'est ah non, on peut pas. Non, les gens, justement, on prend les acteurs, on dit voilà, vous pouvez discuter, voilà un jeune qui a du talent, allez-y. Et c'est comme ça qu'il y a des relations qui se font. Et je pense que ces initiatives aussi pourront être multipliées avec aussi l'appui de Papa Sall, qui est aussi cofondateur de ce Festival international du film de Bruxelles. Comment est-ce que vous appréciez le talent des jeunes Africains, Sénégalais en général, dans le monde du cinéma? Mais dans le monde du cinéma, moi, comme Sénégalais, Africain aussi, ils ont beaucoup de talent, comme disait mon collègue Salvatore, mais je trouve qu'il y a souvent le manque d'informations. C'est-à-dire qu'ils font de bons scénarios, même peut-être de bons films, mais après, n'ont pas l'information ou le créneau pour pouvoir s'exprimer à l'international. Donc le but de ce festival, en tout cas moi en tant que Sénégalais africain, qui vit depuis très longtemps à Bruxelles, bon, on va dire que je suis belge aussi, l'idée de ce festival africain itinérant, mais c'est donner la chance aussi à ces jeunes-là de pouvoir s'exprimer au niveau international. Et donc ce festival peut apporter cette plus-value à cette jeunesse sénégalaise, mais africaine, de pouvoir mettre leurs films à Bruxelles, un peu partout dans le monde. Et à travers ce festival-là, je pense que c'est une plateforme qui permettra à nous jeunes Sénégalais, mais Africains aussi, de s'exprimer à travers le monde et à travers le film. En tout cas, c'est notre but de promouvoir le cinéma sénégalais, le cinéma africain en général.
Alors je vous remercie, Monsieur Popassal. Votre mot de la fin? Mais comme je disais au début, je vous remercie, la direction de la RTS, la RTS2, vous-même avec votre merveilleuse émission Millimac et toute votre équipe. Un très grand merci. Et je dis au peuple de Dakar, au peuple sénégalais de venir nombreux du 3 au 7 décembre au cinéma Pathé pour venir découvrir des films en avant-première. Merci beaucoup, Monsieur Sall. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, Monsieur Salvatore. Votre mot de la fin? Mais comme je disais, très simple, merci au peuple sénégalais de nous accueillir, toujours avec gentillesse et élégance. Et comme pour terminer, c'est qu'on vous invite tous à venir au Pathé Dakar du 3 au 7. Et surtout, nous avons un très très beau site qui est fait par nos amis sénégalais aussi, 3xW, et qui est fait par Boubacar, qui est un génie, 3xW.fib.be. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons l'actualité, mais l'actualité africaine à présent, qui est marquée par l'Afrique du Sud, qui prend les rênes du mouvement de G20, soulignant son rôle croissant sur la scène mondiale. Dans un autre contexte, l'Angola, poussé par Luanda, voit la Russie vendre ses parts dans ses mises de diamants, ce qui pourrait avoir des implications sur l'économie angolaise. Par ailleurs, l'île Maurice, concernant les îles Kawout, une démarche qui pourrait renforcer sa souveraineté sur cette région. Mme Krodjussamb nous en dit plus. L'Afrique du Sud a officiellement pris la présidence du G20 le 1er décembre, devenant le premier pays africain à diriger ce forum économique mondial sous le slogan « Solidarité, égalité et durabilité ». Elle souhaite défendre les intérêts économiques de l'Afrique un an après l'admission de l'Union africaine comme membre permanent. Parmi ses priorités, réduire les inégalités, promouvoir une croissance inclusive, renforcer la sécurité alimentaire et encadrer l'intelligence artificielle. Durant l'année, 130 réunions auront lieu en Afrique du Sud pour discuter de ces enjeux impliquant gouvernement, banque centrale, trésor public et organisations civiles. Le sommet final des chefs d'État se tiendra à Johannesburg, poursuivant des initiatives comme l'Alliance globale contre la faim et la pauvreté adoptée à Rio. L'Angola, en pleine préparation pour la visite du président américain Joe Biden, a poussé la Russie à se retirer de ses mines de diamants. L'entreprise russe Alrosa a ainsi vendu ses parts dans les deux principales mines angolaises, dont 41% dans la mine de Katoka, au profit d'un consortium omanais. Ce retrait est perçu comme un geste en faveur des États-Unis qui ont imposé des sanctions contre Moscou. Alrosa, visé par des restrictions américaines et européennes depuis le début de la guerre en Ukraine, avait été impliqué dans l'exploitation de la mine de Katoka, l'une des plus grandes du pays. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du rapprochement stratégique de l'Angola avec les États-Unis, notamment dans le projet du corridor de Lobito financé par Washington. Le nouveau Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, veut renégocier l'accord avec le Royaume-Uni sur les îles Chagos. Cet accord, encore non signé, prévoit que Londres renonce à la souveraineté sur l'archipel tout en conservant un bail de 99 ans sur Diego Garcia, où se situe une base militaire stratégique. Ramgoolam, qui critique cet arrangement comme une capitulation, a promis une révision de l'accord. Certains représentants des Chagossiens dénoncent également leur exclusion des discussions. Merci Mme Krodjussamb pour ce revue de l'actualité africaine. Et nous terminons ce magazine d'actualité par une nouvelle triste. Le président de l'association des écrivains du Sénégal, M. Alioune Badara Bèye, n'est plus. Il a succombé de suite d'une maladie. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont L'air en flamme en 1988. Décédé en 79 ans, il a pu marquer l'histoire du Sénégal de par son engagement, mais aussi de par son parcours exemplaire. Habibou Mbaye. Il a tiré sa révérence le jour où le Sénégal tout entier célèbre le 80e anniversaire du massacre des tirailleurs de Thiaroye 44.
Alioune Badara Bèye, né une année juste après, en 1945, à Saint-Louis. L'homme est parti en ce jour symbolique, un bon soldat de la culture, de la littérature, qui a toujours trempé sa plume d'écrivain pour retracer les hauts faits qui ont marqué l'histoire du Sénégal. Diallo Wali, Terre en feu, 1980, Le Sacre du Tchédo, 1982, Maba laisse le Sine, 1987, Nder en flamme, 1988, entre autres. Toutes des œuvres d'Alioune Badara Bèye, dont l'inspiration est souvent puisée dans le tréfonds historique de la bravoure de nos aïeuls. Et il en ferait certainement pour magnifier Thiaroye 44. Outre-tombe, Alioune Badara Bèye, un écrivain féru de culture et de littérature, aura un pincement au cœur de n'avoir pas participé, ou du moins s'il ne l'a pas fait, à l'écriture de cette histoire des tirailleurs que le Sénégal célèbre aujourd'hui, 1er décembre, date de son rappel à Dieu. Celui qui était le président de l'Association des écrivains sénégalais, AES, coordonnateur du 3e Festival mondial des arts nègres en 2010, président de la Fédération internationale des écrivains de langue française, laissera un vide culturel difficilement comblable. Reposez en paix, Monsieur Bèye, papa, comme on aimait bien vous appeler. Et c'est la fin de ce magazine d'actualité Midi Mag. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTS2. Au revoir.